On trouve des choses inattendues dans des endroits reculés et désolés, allant d'une installation secrète cachée à un cimetière de train. Voici les 15 découvertes les plus incroyables trouvées au milieu de nulle part. Numéro 15, Zone 6. As-tu déjà entendu parler de la Zone 51? Eh bien sûr que oui. C'est probablement l'un des sites secrets les plus évoqués aux États-Unis, suscitant d'innombrables théories du complot, des films de science-fiction et même ce fameux événement Facebook pour prendre d'assaut la Zone 51. Mais, et si je te disais qu'il existe un autre endroit au réseau, moins connu mais tout aussi intrigant? Cette installation isolée est connue sous le nom de Zone 6. Elle se trouve à Yucca Flat, au sein du site de sécurité nationale du Nevada. Et si tu la regardes d'une vue aérienne, elle ressemble à une structure complètement déplacée. Mais contrairement à la Zone 51, qui reste entourée de mystères, la Zone 6 ne semble pas être un secret. Contrairement à la Zone 51, qui est principalement gérée par l'US. La Zone 6 de l'armée de l'air est supervisée par le ministère de l'Énergie. Le but principal de cet endroit, selon les registres officiels, est de soutenir le développement et les tests des EMOU. Opération du département de la sécurité intérieure. Plus précisément, l'installation sert à tester des capteurs sur des drones, des équipements capables de détecter des matières radioactives qui pourraient être utilisées dans des bombes sales ou d'autres applications malveillantes. Et cette piste de 5000 mètres que tu vois là, en réalité, elle est destinée aux avions sans pilote. Ces véhicules aériens sans pilote peuvent être vus décollant et atterrissant, effectuant toutes sortes de manœuvres pendant qu'ils sont testés dans divers scénarios. Bien que nous connaissions l'objectif principal de cette installation, la Zone 6, tout comme la Zone 51, reste un lieu qui demeure dans l'ombre. Espérons que cet endroit ne soit pas renvahi au hasard par des utilisateurs de Facebook à l'avenir. Avant de continuer cette vidéo, appuie tout de suite sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification. Numéro 14, épave vieille de 500 ans avec de l'or. Dans les vastes et désolées étendues du désert de Namibie, où l'on s'attendrait seulement à trouver d'interminables dunes de sable et peut-être une forme de vie capable de survivre dans ces conditions extrêmes, on découvre un spectacle qui défie toute logique et déroute l'imagination. Il s'agit d'une épave, un vestige de l'histoire qui remonte à plus de 500 ans. Découvrir les restes d'un navire au milieu d'un désert est, sans aucun doute, une des découvertes les plus surprenantes et inattendues que l'on puisse imaginer. Cela nous transporte dans un univers de mystère et nous invite à réfléchir aux secrets insondables que le temps et la nature peuvent révéler. Pouvez-vous imaginer la surprise de tomber sur une épave de bateau au beau milieu du désert, plutôt qu'au fond de l'océan? Ce naufrage en particulier est connu sous le nom de Bom Jésus ou Bon Jésus. Il remonte au XVIe siècle et il s'agit d'un navire portugais qui a quitté le port en 1533, transportant avec lui un trésor composé de pièces d'or, d'ivoire et d'autres objets de valeur. Le navire et son équipage se dirigeaient vers l'Inde, mais malheureusement, ils n'ont jamais réussi à atteindre leur destination. Comment un navire à destination de l'Inde a-t-il pu se retrouver dans le désert de Namibie? La théorie dominante est que le Bom Jésus a affronté des eaux agitées et des conditions difficiles, ce qui a provoqué son naufrage près de la côte de l'actuelle Namibie. Avec le temps, à mesure que la ligne côtière se déplaçait et que les sables du désert bougeaient, l'épave a été ensevelie, s'enfonçant de plus en plus à l'intérieur des terres. Ce n'est qu'en 2008 que des mineurs cherchant des diamants dans la région sont tombés sur les restes du navire. Numéro 13, l'arbre le plus solitaire. Maintenant, je veux que tu t'imagines au milieu du Sahara. C'était immense, brûlant, et cela ressemblait à un endroit rempli de sable à perte de vue. Après ce qui te semble des heures de marche, tu tombes sur un arbre solitaire, en plein milieu du désert. C'est l'arbre du Ténéré, une acacia solitaire qui a survécu aux rudes conditions du désert pendant plus de 300 ans. Ou du moins, c'était le cas de l'arbre du Ténéré. L'histoire de l'arbre de Tenerife est assez intéressante. On pense qu'il avait des centaines d'années et que ses racines s'enfonçaient dans la terre, presque 30 mètres, pour puiser dans les réserves d'eau souterraines. Grâce à cette incroyable adaptation, l'arbre a réussi à survivre dans un environnement aussi dur et impitoyable. Malheureusement, aussi magique et fascinant que cela puisse paraître de voir cet arbre en personne, il n'est plus dans le désert. C'était l'une des choses les plus visitées du Sahara jusqu'en 1973,
lorsqu'il a connu une fin prématurée après qu'un chauffeur de camion l'a accidentellement renversé. Il est difficile de comprendre comment, dans un espace aussi vaste et vide, l'arbre solitaire a pu être percuté, mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Les restes de l'arbre, un organisme incroyablement ancien et majestueux qui avait survécu pendant des centaines d'années, ont été soigneusement transférés au Musée national du Niger, situé à Niamey. Cette mesure a été prise afin de permettre aux gens de se souvenir et d'apprécier la grandeur de cet être vivant, qui a malheureusement pris fin à cause de l'irresponsabilité d'un individu imprudent et ivre. Il est vraiment déchirant de penser qu'un seul homme ait pu causer la disparition de quelque chose d'aussi précieux et significatif dans notre histoire naturelle. Numéro 12. Cabine téléphonique dans le Mojave. On ne tombe pas tous les jours sur une cabine téléphonique au milieu de nulle part, n'est-ce pas? Je veux dire, qui l'utiliserait? Et qui a bien pu faire l'effort de l'installer dans un endroit qui ne reçoit, ou mieux, qu'une centaine de visiteurs par an? C'est pour cela que la cabine téléphonique du Mojave, comme on l'appelle couramment, est devenue un lieu intrigant du désert. Mais, qu'est-ce que c'est exactement? Attention, elle a été installée pour la première fois dans les années 1960, dans le but de répondre aux besoins des mineurs de cendres volcaniques locaux et d'autres personnes qui s'aventuraient ou vivaient dans cette région isolée. Pour la plupart des gens, son existence est restée inconnue jusqu'aux années 1990, lorsqu'un homme nommé Godfrey Daniax est tombé sur sa mention dans un annuaire téléphonique et a décidé de lui rendre visite, partageant ensuite ses expériences sur Internet. L'emplacement isolé de la cabine, combiné à sa découverte à l'ère d'Internet, a suscité beaucoup de spéculations et de curiosité. Les gens ont commencé à se demander pourquoi elle se trouvait là. S'agissait-il d'une ligne de communication secrète du gouvernement, d'un accessoire abandonné sur le tournage d'un film ou peut-être d'une installation artistique? Je suis désolé de vous décevoir, mais nous connaissons déjà la vérité et elle n'est peut-être pas aussi fascinante que vous le pensez. La cabine avait une origine banale, servant d'outil de communication essentiel dans une zone dépourvue d'autres moyens. Cependant, sa redécouverte a donné naissance à une sorte de culte. Les aventuriers ont commencé à faire un pèlerinage jusqu'à la cabine, simplement pour répondre à ces sonneries sporadiques ou pour passer un appel depuis l'une des cabines téléphoniques les plus isolées de la planète. Malheureusement, la nouvelle popularité de la cabine a également conduit à sa disparition. Numéro 11. La ville des Dalles. Pour beaucoup, l'idée d'un endroit totalement isolé, loin de l'agitation de la civilisation moderne et dépourvu de gouvernement traditionnel, peut sembler tout droit sorti d'un roman dystopique. Mais savais-tu qu'il existe un endroit aux États-Unis qui correspond à cette description? Enfoui au cœur du désert californien, près de la mer de Salton, Slab City est souvent surnommé le dernier endroit libre des États-Unis. C'est un lieu inattendu pour ceux qui le visitent pour la première fois. Imaginez une vaste étendue de terrain parsemée de caravanes, de camping-cars, d'installations artistiques et de maisons de fortune, le tout reposant sur une base de dalles en béton. Il n'y a ni électricité, ni égout, ni eau courante. Ici, les habitants dépendent de panneaux solaires, de générateurs et de leur propre ingéniosité. Tu te demandes sûrement comment cette ville a vu le jour. Le terrain où se trouve aujourd'hui Slab City était autrefois Camp Dunlap, une base d'entraînement du corps des marines pendant la Seconde Guerre mondiale. Établi dans les années 1940, ce camp a joué son rôle dans l'effort de guerre générale, en préparant les marines à leur mission à l'étranger. Au milieu des années 1950, la base a été démantelée et les structures militaires ont été détruites, ne laissant que les dalles de béton qui formaient autrefois les fondations des bâtiments de la base. Ces dalles ont donné leur nom à Slab City. Au début, après l'abandon de la base, des retraités connus sous le nom de snowbirds, oiseaux des neiges, ont commencé à utiliser la zone comme campement d'hiver gratuit. Avec le temps, sa réputation de lieu gratuit s'est répandue, attirant un nombre croissant de personnes. Numéro 10. La mare dans le sable. Dans les vastes étendues du désert d'Atacama, au Chili, l'un des endroits les plus arides de la planète, on trouve un spectacle impressionnant qui ne manquera pas de vous faire regarder à deux fois, une main gigantesque émergeant majestueusement du sable. À première vue, il est inévitable de se demander s'il s'agit d'une relique ancestrale d'un temps révolu ou d'une formation naturelle aussi surprenante qu'unique. Cependant,
La vérité est que cette imposante manifestation est en réalité un chef-d'œuvre de l'art moderne, qui allie créativité et savoir-faire humain pour offrir une expérience visuelle saisissante et mémorable. Collée sous le nom de la main du désert, cette sculpture est une œuvre impressionnante. Elle mesure 12 mètres de haut et représente une main dont les doigts sont tendus vers le ciel. Cette curieuse sculpture a été créée par le talentueux sculpteur chilien Mario Irarrázaval en 1992. L'œuvre est à la fois une preuve de l'expression artistique humaine et une réflexion profonde sur la vulnérabilité de l'être humain et l'immensité de la nature. La sculpture se trouve dans le désert d'Atacama, l'un des endroits les plus arides et désolés du monde, ce qui renforce son impact visuel. La main du désert est un trésor artistique qui attire l'attention du monde entier. Cette imposante sculpture symbolise la connexion entre l'homme et la nature, nous invitant à réfléchir sur notre existence et notre relation avec le monde. C'est un joyau de l'art contemporain qui marque tous ceux qui la découvrent. Située au milieu d'un paysage désertique aride, la main capte non seulement immédiatement l'attention de ceux qui passent à côté, mais elle suscite aussi une large gamme d'émotions chez ceux qui la contemplent attentivement. Numéro 9, le village englouti par le sable. Kolmanskop est un village fantôme situé à une courte distance de la ville pauvre de Liedrix. Au début du XXe siècle, en y repensant, on n'aurait jamais pu imaginer que cet endroit désolé deviendrait un jour le foyer prospère de Kolmanskop. À son apogée, cet endroit débordait d'activité et de prospérité. Voyons maintenant pourquoi ce lieu est devenu une destination aussi précieuse et florissante, les diamants. En 1908, un ouvrier a trouvé un diamant dans la région, ce qui a déclenché une véritable ruée. Les gens ont afflué en masse à Kolmanskop dans l'espoir de faire fortune et, pendant un certain temps, beaucoup y sont parvenus. La ville s'est rapidement développée, offrant des services plutôt luxueux pour l'époque et l'endroit, comme un hôpital, une salle de bal, une centrale électrique et même la première station de radiographie de l'hémisphère sud. Mais, comme c'est le cas pour de nombreuses villes dépendantes des ressources, sa prospérité était liée à celle des diamants. Dans les années 1930, les diamants étaient épuisés et des gisements plus riches furent découverts ailleurs. Plus au sud, la population de la ville commença à diminuer. Dans les années 1950, Kolmanskop fut abandonné et le désert reprit ses droits. Aujourd'hui, le sable envahit l'intérieur de ce qui furent autrefois de grandes maisons. Cependant, elle reçoit de temps à autre la visite de personnes qui viennent dans la région pour photographier le village. Finalement, avec le temps, les sables du temps recouvriront complètement toute trace de cette ville autrefois animée et pleine de vie. Ce sera comme si elle n'avait jamais existé, comme si les traces du passé s'effaçaient dans l'immensité du temps. Numéro 8, les bateaux fantômes de Corée du Nord. Pour beaucoup de ceux qui vivent sur les côtes japonaises, il n'est pas rare de découvrir des bateaux échoués sur les rivages. Cependant, certains navires en particulier suscitent l'inquiétude de ceux qui les découvrent. Il s'agit des bateaux fantômes de Corée du Nord, l'un des pays les plus puissants du monde. Ces bateaux abandonnés, souvent retrouvés sans aucun membre d'équipage vivant à bord, ont suscité curiosité et inquiétude. Parfois, ils ne contiennent que des objets personnels, du matériel de pêche ou, dans des cas plus angoissants, les restes de pêcheurs nord-coréens. Beaucoup supposent que ces bateaux appartiennent à des pêcheurs nord-coréens poussés à bout, soumis à une immense pression pour rapporter des prises plus importantes. En raison de la pénurie alimentaire et des exigences du régime, ces pêcheurs pourraient prendre des risques plus grands en s'aventurant plus loin en mer à bord d'embarcations loin d'être idéales. Malheureusement, la combinaison d'une mer agitée, de bateaux mal équipés et du manque de formation ou d'expérience adéquate peut entraîner des tragédies. Lorsque les courants et les vents sont défavorables, ces embarcations peuvent dériver sans contrôle et finir par traverser l'immense mer du Japon. Cette mer, également connue sous le nom de mer de l'Est, est une étendue d'eau située entre le Japon et la péninsule coréenne. En raison de sa vaste étendue, naviguer dans ces eaux représente un défi considérable pour les marins. L'immense distance et le voyage périlleux font que tout le monde ne parvient pas à la destination, ce qui conduit à de sombres découvertes sur les côtes japonaises. Ces découvertes peuvent inclure des épaves, des objets flottants et, parfois, même des survivants échoués sur des îles isolées. Numéro 7, des épées romaines.
Dans une grotte située à proximité de la mer Morte, 4 épées vieilles de 1900 ans ont été découvertes, remarquablement bien conservées. Il est vraiment impressionnant de pouvoir contempler l'état surprenant dans lequel se trouvent ces anciennes épées. Leur incroyable ancienneté nous pousse à réfléchir au passage du temps et à l'importance de préserver notre histoire. Le climat sec et stable de la région a joué un rôle fondamental dans la conservation de ces précieux artefacts, nous permettant de plonger dans le passé et d'acquérir une compréhension plus profonde de ces temps lointains. À travers ces épées, nous pouvons entrevoir les compétences et la maîtrise des anciens artisans qui les ont fabriquées, ainsi que l'importance qu'elles revêtaient dans la vie des gens de cette époque. Leur étude nous offre une occasion unique d'explorer et d'apprécier notre héritage culturel, et nous invite à réfléchir à la fragilité et à la résilience des objets historiques à travers les siècles. En remontant dans l'histoire, ces épées nous transportent à une période pleine de turbulences, marquée par les révoltes juives contre le puissant empire romain. La simple existence de ces épées dans une grotte isolée soulève diverses possibilités intrigantes. Ont-elles été cachées par de courageux rebelles en quête d'un refuge sûr? Ou faisaient-elles partie d'un trésor dissimulé destiné à être utilisé lors d'une future bataille épique? Sans aucun doute, ces questions en suspens nous poussent à mener des recherches plus approfondies, dans l'espoir de percer les mystères qui entourent ces épées fascinantes. De plus, ces épées possèdent une grande valeur historique et nous permettent d'explorer et de comprendre les cultures anciennes. Numéro 6. Sanctuaire néolithique. Situés dans les régions reculées et escarpées du désert oriental de Jordanie, les archéologues sont tombés sur ce fascinant site néolithique. Cette découverte nous offre une occasion inestimable de plonger dans les pratiques spirituelles et culturelles d'une société qui a existé il y a environ 7000 ans. Grâce à cette découverte incroyable, nous pouvons entrevoir quelles étaient les croyances et les rituels qui faisaient partie de la vie de ces anciennes communautés. Il est étonnant de penser aux liens que nous pouvons établir avec nos ancêtres à travers ces preuves archéologiques, nous permettant de comprendre leur vision du monde et la manière dont ils se rapportaient au spirituel dans un passé aussi lointain. Cette découverte est essentielle, car elle éclaire les activités spirituelles et communautaires des sociétés d'une époque où les humains passaient de modes de vie de chasseurs-cueilleurs à des communautés agricoles sédentaires. Le sanctuaire est constitué d'un grand ensemble de pierres dressées, dont certaines sont gravées de dessins complexes représentant des êtres humains et des animaux. La simple présence de ces pierres dans un paysage aussi aride est à la fois déconcertante et captivante. Qui a érigé ces pierres et quelle en était la signification? Bien que la finalité exacte du sanctuaire fasse encore l'objet de recherches, les premières théories suggèrent qu'il aurait pu s'agir d'un lieu de rassemblement communautaire, possiblement destiné à des rituels religieux ou même à des observations astronomiques. De plus, certains experts avancent que ce sanctuaire aurait également pu servir de centre d'échanges culturels et sociaux, où les gens se réunissaient pour partager leurs connaissances et leurs expériences. Numéro 5. Le tapis le plus ancien du monde. Lorsque l'on pense à des artefacts anciens, on imagine de la céramique, des outils ou même des bijoux. Mais au XIXe siècle, les chercheurs ont découvert quelque chose d'inattendu, un tapis qui allait bientôt être reconnu comme le plus ancien du monde. Le tapis de Pazyryk, également connu sous le nom de tapis de Pazariko, a été découvert dans les montagnes de l'Altaï, en Sibérie, dans les années 1940. Cette découverte incroyable se trouvait dans les tombes gelées de la vallée de Pazyryk, un lieu fascinant qui a préservé de nombreux trésors au fil des siècles. L'ancienneté de ce tapis est vraiment stupéfiante, puisqu'il date du VIe siècle avant Jésus-Christ, ce qui signifie qu'il a plus de 2500 ans d'histoire. Grâce aux conditions extrêmement froides du lieu d'inhumation, le tapis, ainsi que de nombreux autres objets, a été préservé de façon extraordinaire au fil des millénaires. Le tapis de Pazyryk, considéré comme une pièce d'une grande valeur historique, se distingue autant par son ancienneté que par son artisanat complexe. Cette œuvre impressionnante mesure environ 2 mètres de long sur 2,50 mètres de large, et présente une riche variété de couleurs et de motifs détaillés qui témoignent des techniques textiles avancées utilisées par ses créateurs. Les motifs incluent une grande variété de formes géométriques, allant de lignes droites à des formes complexes, représentant à la fois des éléments naturels et abstraits. De plus, on peut apprécier des représentations détaillées de cavaliers à cheval qui reflètent l'importance de l'équitation dans la culture pazarika. De même,
les scènes d'animaux en combat nous offrent un aperçu fascinant des croyances et de la mythologie de ce peuple ancien. Numéro 4. Le serpent de 50 mètres. Dans les années 1950, lors d'une mission en hélicoptère au-dessus du Congo, le courageux colonel Van Lierde a vécu une expérience terrifiante. Alors qu'il survolait la jungle luxuriante, ses yeux se sont posés sur quelque chose d'inimaginable, un serpent géant émergeant de la végétation dense. Cette créature colossale, tout droit sortie d'un cauchemar, mesurait environ 50 mètres de long et sa mâchoire triangulaire inspirait la peur à tous ceux qui la voyaient. Le colonel Van Lierde, grâce à son courage et son expérience, estima rapidement les dimensions de cette bête et resta stupéfait par sa taille gigantesque. Cependant, le plus frappant dans tout cela, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une simple vision fugace, mais d'une rencontre réelle et glaçante qui resterait à jamais gravée dans la mémoire du courageux colonel. Van Lierde fut tellement stupéfait par la taille de ce reptile qu'il fit demi-tour et prit même des photos, immortalisant cette bête sur pellicule. Un serpent de 50 mètres, ce n'est pas rien. Pour mettre cela en perspective, les plus grands serpents vérifiés, comme l'anaconda ou le python, atteignent au maximum 9 mètres. 20 mètres de plus en longueur, c'est énorme. Si les affirmations de Van Lierde sont exactes, ce géant du Congo serait facilement le plus grand serpent jamais documenté. Bien que les photos prises par Van Lierde montrent un serpent énorme d'une taille impressionnante, les mesures basées sur ces images ont fait l'objet de débats. Donc, soit il existe réellement un reptile gigantesque rôdant dans les contrées sauvages de la République du Congo, soit la photo prise par Van Lierde était tout simplement erronée ou exagérée. Numéro 3. Les chèvres grimpeuses d'arbres. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours trouvé les chèvres adorables. Leur cerveau semble être à la traîne la plupart du temps, et même ces créatures semblent ignorer ce qu'elles font 90% du temps. Vous pensez peut-être qu'elles restent simplement au sol à mâcher de l'herbe, mais saviez-vous qu'elles peuvent grimper aux arbres? Certaines chèvres du sud-ouest du Maroc possèdent une aptitude moins connue. Elles peuvent escalader les arbres sans effort, même ceux atteignant jusqu'à 9 mètres de haut, et se perchent avec agilité sur des branches fines qui semblent bien trop fragiles pour supporter leur poids. Cela ressemble à un spectacle comique, mais la réalité est bien plus simple. Ce comportement particulier est plus fréquent dans les régions où la nourriture se fait rare, et ces chèvres sont particulièrement attirées par les délicieux fruits produits par les arganiers. Observer leurs acrobaties est un spectacle surréaliste qui semble défier les lois de la physique d'une manière visible. Il en va de même pour les humains. Tout comme ces chèvres accumulent de l'énergie pour réaliser des activités qu'elles apprécient, nous avons aussi tendance à fournir des efforts lorsque nos préférences et nos passions nous motivent. Par exemple, lorsque nous sommes vraiment intéressés par quelque chose, comme un passe-temps ou un objectif personnel, nous y mettons tout notre cœur et toute notre énergie. Cela s'explique par le fait que, lorsque nous sommes motivés par ce que nous faisons, nous trouvons une source inépuisable d'énergie et d'enthousiasme. De plus, lorsque quelque chose nous passionne, nous sommes prêts à y consacrer plus de temps et d'efforts. Nous devenons des experts dans le domaine, nous cherchons de nouvelles façons d'apprendre et de progresser, et chaque petite avancée nous procure de la satisfaction. Numéro 2. Pony-Ange. Si tu as déjà eu l'occasion de te promener dans la magnifique et charmante campagne de Lincoln, dans le Massachusetts, il se peut que tu sois tombé sur un spectacle fascinant et surprenant, digne d'un film d'horreur culte. Un cercle énigmatique formé par d'anciennes figurines de chevaux, toutes tournées vers le centre, créant une sorte d'hôtel improvisé. Ce phénomène mystérieux et fascinant, connu sous le nom populaire de Pony-Ange, a captivé l'attention de nombreux chercheurs et passionnés de mystères inexpliqués. Bien que son apparence initiale puisse effrayer certains, son origine n'a rien de secret et a été révélée à travers une histoire intéressante transmise de génération en génération. Cette histoire nous transporte à des temps ancestraux, où l'on pense que les anciens habitants de la région, avec leur profonde connaissance des phénomènes naturels, ont construit cet ensemble énigmatique de structures. Chacune de ces structures est méticuleusement alignée et l'on dit qu'elle possède une signification symbolique profonde. Cependant, les détails exacts de leur but restent sujets à débat et à spéculation. Ont-elles été utilisées pour des rituels sacrés? Ou bien s'agissait-il d'un ancien calendrier astronomique? Ce ne sont là que quelques-unes des questions qui ont surgi autour de ce lieu mystérieux.
Malgré les efforts pour percer sa véritable signification, Pony-Ange reste une énigme qui continue de fasciner ceux qui explorent son histoire et ses possibles significations cachées. Tout a commencé de manière assez innocente, lorsque quelques vieux chevaux à bascule ont été laissés sur un terrain apparemment abandonné. Numéro 1. Le grand cimetière de trains. Maintenant, un train serait probablement la dernière chose à laquelle tu t'attendrais au milieu du désert. Mais en Bolivie, près de la ville poussiéreuse d'Uyuni, il existe un cimetière de trains qui est un endroit vraiment fascinant à visiter. Ici, au milieu de ce paysage désertique impressionnant, tu pourras contempler les carcasses rouillées de locomotives et de wagons datant du début du XXe siècle, ce qui te transportera à une époque révolue pleine d'histoire et de nostalgie. T'es-tu déjà demandé pourquoi ce cimetière de trains se trouve précisément ici, en plein désert? Eh bien, il se trouve qu'Uyuni était autrefois un ferroviaire animé qui jouait un rôle crucial dans la connexion entre les mines de Bolivie et les ports de l'océan Pacifique. Ainsi, cet endroit n'est pas seulement un témoignage visuel de l'âge d'or des trains, mais il représente aussi une étape importante dans l'histoire du transport et de l'industrie bolivienne. Ne manque pas l'occasion d'explorer ce site incroyable tout en te plongeant dans la fascinante histoire de la Bolivie. Ces trains ont joué un rôle fondamental dans le transport des minerais pendant le boom minier des années 20 et 30. Cependant, à mesure que les lignes s'épuisaient et que de nouveaux modes de transport apparaissaient, l'importance de ces lignes ferroviaires a commencé à diminuer progressivement. Au milieu du XXe siècle, beaucoup de ces trains ont été démantelés et abandonnés. Au lieu d'être simplement démontés, ils ont été laissés à la merci des éléments, ce qui a donné naissance à ce vaste et mystérieux cimetière de trains. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.